Le tintement des verres en cristal résonnait doucement, un son délicat qui, d'ordinaire, annonçait une célébration. Mais alors que je me tenais dans un coin du grand salon du Cercle de l'Union à Bordeaux, serrant mon verre d'eau gazeuse, ce bruit ressemblait plutôt à un signal d'alarme. C'était le gala de départ à la retraite de mon père. 40 ans de service dans l'armée, d'honneur et de discipline, célébrés sous des lustres qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Pourtant, les projecteurs n'étaient pas braqués sur Bernard, le général à la retraite. Ils étaient fixés sur Béatrice, ma mère, qui tenait son micro comme une arme qu'elle aurait appris à manier dès la naissance. Elle portait une robe d'un bleu profond, de cette nuance qui respire la vieille bourgeoisie, avec un sourire éclatant et parfaitement travaillé. Et bien sûr, dit-elle d'une voix mielleuse, avec ce ton condescendant typique des salons bordelais qui cache toujours une morsure, nous avons Chloé. Elle fit un geste vers moi, et 300 visages se tournèrent. Je me figeai. Notre chère Chloé. Toujours célibataire, toujours à aligner des chiffres dans son petit bureau poussiéreux. Honnêtement, à côté des chirurgiens et des diplomates présents ici, je me demande parfois d'où elle vient. Elle est un peu inutile dans l'ordre des choses, n'est-ce pas? Un rire poli et malaisé parcourt la salle. Le genre de rire qui signifie « on sait qu'elle est cruelle, mais elle est riche, alors on sourit ». Je n'ai pas scié. Je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Une notification de mon application bancaire brillait dans la pénombre. Astérisque prélèvement automatique effectué, 4200,00 €. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. Je ne suis pas partie en faisant un scandale. Je n'ai pas jeté mon verre. Je me suis simplement retournée et j'ai marché vers les porte-fenêtres, mes talons silencieux sur la moquette épaisse. L'air frais de la nuit girondine me frappa alors que je sortais, chargé d'une odeur de terre humide et de pluie imminente. C'était de circonstance. Je m'appuyai contre la balustrade en pierre dominant le parcours de golf impeccablement tendu. À l'intérieur, les applaudissements pour l'esprit de ma mère s'estompaient. Dehors, dans le silence, je déverrouillai mon téléphone. Il y a 3 ans, Béatrice m'avait appelé en larmes. Bernard était en mission au Mali, injoignable pendant des semaines. Elle prétendait que le domaine familial, ce gouffre financier historique qu'elle aimait plus que ses propres enfants, était menacé. Une erreur administrative, disait-elle. Un problème temporaire de liquidité. Elle avait besoin d'aide, juste jusqu'au retour de Bernard. Juste pour sauver la réputation de la famille. J'avais 26 ans à l'époque, j'étais expert comptable judiciaire, je gagnais bien ma vie mais j'étais encore désespérée de décrocher son approbation. J'ai accepté. J'ai signé les papiers qu'elle m'avait envoyés. J'ai mis en place le virement. 4200 € par mois. Un prêt hypothécaire secret pour tenir les lots à distance. Pendant 36 mois, j'ai payé 151 200 €. J'ai payé pendant qu'elle s'achetait de nouvelles robes de créateur. J'ai payé pendant qu'elle refaisait la véranda. J'ai payé pendant qu'elle disait à ses amis que j'étais radine, parce que je conduisais une berline de 5 ans. J'ai payé parce qu'on m'avait dressé à le faire. Depuis l'enfance, la règle était simple, l'amour est une transaction. Tu n'as de valeur que si tu es utile. Si tu n'es pas belle, sois brillante. Si tu n'es pas charmante, sois solvable. J'avais bâti ma carrière sur la recherche d'argent caché, sur la traque des vols et des fraudes, et pourtant, j'avais été aveugle au détournement de fonds qui se jouait dans ma propre vie. Je regardai à nouveau la notification. Astérisque transfert terminé astérisque. Inutile, avait-elle dit. J'ouvris mon application bancaire. Mon pouce survola la transaction. En comptabilité judiciaire, on appelle ça le point de découverte. Le moment où l'on cesse de voir les chiffres comme des données pour les voir comme des preuves. J'appuyai sur la transaction. Je sélectionnai « Annuler le paiement récurrent ». Un message d'avertissement s'afficha « Astérisque êtes-vous sûr ?» Cela peut entraîner des frais de retard ou un défaut de paiement astérisque. Je souris, une sensation de froid et de lucidité m'envahissant la poitrine. Oui, murmurai-je à la terrasse vide. J'en suis sûr. Je confirmai l'annulation. Puis j'ouvris mes messages et cherchai le contact du banquier que Béatrice m'avait présenté. Je tapai un message simple, astérisque arrêt définitif des virements. Autorisation révoquée avec effet immédiat. Ne me contactez plus pour les prochains prélèvements astérisque. Je reglissai le téléphone dans mon sac. L'air semblait plus léger. L'humidité n'était plus oppressante, c'était l'odeur d'un orage qui éclate enfin. À l'intérieur, mon père serrait des mains, acceptant les louanges pour sa carrière exemplaire,
sans se douter une seconde que sa femme venait d'insulter la seule personne qui maintenait un toit au-dessus de sa tête. Je buvais une gorgée d'eau. C'était frais et pur. Je n'étais plus la fille qui réclamait des miettes d'affection. J'étais l'auditrice. Et l'audit venait de commencer. Le lendemain matin, mon téléphone sonna à 8 heures pile. C'était Béatrice. Elle n'était pas encore au courant pour l'argent. La banque n'enverrait l'avis d'insuffisance de fonds que dans 24 heures. Elle appelait pour les apparences. « Chloé » lança-t-elle, la voix tendue par cette rage matinale qu'elle réservait à la famille. « Comment as-tu osé partir si tôt? Tu sais à quel point c'était embarrassant? Ton père t'a cherché 2 fois. » J'étais assise à mon bureau, dans mon cabinet climatisé en centre-ville. Je mis le haut-parleur et ouvris un nouveau tableur Excel. J'étais fatiguée, maman. Fatiguée? Tu as 29 ans. Tu n'as pas le droit d'être fatiguée. Et cette petite scène sur la terrasse? Boudée pour une simple plaisanterie? Tu as toujours été d'une sensibilité maladive. Honnêtement, c'est épuisant de devoir prendre des gants avec toi. Une plaisanterie. Me traiter d'inutile devant 300 personnes était une plaisanterie. Je n'argumentais pas. Je ne me défendis pas. Je la laissais parler, n'attendant pas des excuses, mais des indices. Bref, continua-t-elle, balayant sa cruauté comme si elle n'avait jamais existé. Puisque tu as décidé de fuir, nous devons discuter du mois prochain. J'ai besoin que tu doubles le virement. 8400. Le gala a coûté plus cher que prévu, et ton père veut réserver une croisière. Non, dis-je simplement. Le silence à l'autre bout du fil fut lourd. Ce n'était pas le silence de la confusion, mais celui d'un prédateur évaluant un changement soudain dans le vent. Pardon? J'ai dit non. Je n'enverrai pas le double. En fait, je n'enverrai plus rien du tout. Elle rit. Un rire sombre, laid. Oh, ma chérie. Ne joue pas à ça. Tu connais l'arrangement. Tu paies, ou la maison est saisie. Et si la maison est saisie, ton père finira par savoir. Qu'il sache, dis-je, la voix assurée. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Son ton devint conspirateur et venimeux. Tu te prends pour l'héroïne? À ton avis, qui Bernard croit-il être le pilier de cette famille? Moi. Et tu sais pourquoi? Parce que ces 3 dernières années, chaque fois que l'argent manquait, je lui disais que c'était parce que je t'aidais. Toé. J'arrêtai de taper. Mes doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. C'est ça, siffla-t-elle. Je lui ai dit que tu avais des dettes de jeu. De mauvais investissements. Je lui ai dit que tu venais me voir en pleurant, en me suppliant de t'aider, et qu'en bonne mère, je me sacrifiais pour te sauver. C'est pour ça que nous sommes à court de liquidités, Chloé. À cause de toi. Alors si tu arrêtes de payer, vas-y, dis-lui. Il pensera juste que tu essaies de couvrir tes traces parce que tu nous as enfin totalement plumés. Elle raccrocha brusquement, certaine de son piège. Elle avait construit un récit où elle était la martyre et moi la sangsue. C'était brillant. C'était diabolique. Et c'était une erreur de calcul fatale. Elle pensait parler à une fille qui craignait la déception de son père. Elle oubliait qu'elle parlait à une expert comptable judiciaire spécialisée dans le démantèlement des fraudes. Je ne ressentais aucune douleur. J'étais concentrée. J'entrais dans ce que j'appelle la zone. Un état d'esprit où les gens cessent d'être des parents pour devenir des passifs. Je me connectais à la base de données du cadastre et des registres d'hypothèques. J'accédais au rapport de solvabilité en utilisant la procuration que Bernard m'avait signée il y a des années pour cas d'urgence, un document que Béatrice avait commodément oublié. Je commençais à imprimer. D'abord, les titres de propriété. Puis, les tableaux d'amortissement des prêts. Enfin, les relevés de cartes de crédit jointes qu'elle pensait avoir cachés. Je créai un dossier physique. Un classeur. Je l'étiquetais astérisque le grand livre de la martyre astérisque. À gauche, je plaçais les preuves de mes virements. 4200 € chaque mois, comme une horloge. À droite, je plaçais ses dépenses aux mêmes dates. Pendant que je virais des fonds pour sauver la maison, elle s'achetait un sac à main à 12 000 €. Pendant que je mangeais des pâtes au beurre pour payer mon loyer, elle dépensait 6 000 € dans un spa médical de luxe à Biarritz. Pendant qu'elle disait à mon père que j'étais endettée, elle transférait de l'argent sur un compte privé à son nom de jeune fille. J'utilisais un feutre rouge pour entourer les anomalies. Je n'étais pas en train de préparer une dispute. J'étais en train de monter un dossier d'accusation. L'imprimante ronronnait, un son rythmé et apaisant. Page après page de mensonges, quantifiables et indiscutables. Elle voulait jouer la martyre? Très bien. J'allais lui donner une croix qu'elle ne pourrait pas porter. À midi, le classeur faisait 8 cm d'épaisseur. Je passai ma main sur la couverture. C'était lourd. C'était le poids de la justice. Mais je n'avais pas fini.
Je devais voir la demande originale pour ce prêt hypothécaire. Je devais comprendre comment elle avait structuré cette dette qui m'avait enchaîné pendant 3 ans. Je me connectai au portail de la banque. Je téléchargeai le PDF de la demande initiale datant de 36 mois. J'ouvris le fichier sur mon grand écran, zoomant sur la page des signatures. Et là, le monde s'arrêta de tourner. La date au bas de la demande de prêt était le 12 avril 2021. Je la fixai. Je clignai des yeux, m'attendant à ce que les chiffres changent, mais ils restaient là, immuables. 12 avril 2021. Je connaissais cette date. Je la connaissais parce que j'avais encadré une photo prise ce jour-là. Elle était sur mon bureau, juste à droite de mon écran. C'était une photo de mon père, le général Bernard, devant un char lors d'une cérémonie de remise de décoration à Bamako. J'avais regardé la cérémonie en direct sur un flux vidéo de mauvaise qualité à 3 heures du matin, heure française. Il était à 4000 km de Bordeaux le 12 avril. Je descendis jusqu'à la ligne de signature sur le document. Il y avait écrit « Bernard Beaumont ». Mais ce n'était pas sa signature. La signature de mon père était tranchante, anguleuse, précise, une signature de militaire rodée par 40 ans d'ordre signé. Cette signature-là était souple. Elle avait des boucles. Le « B » était trop rond. Le « T » final s'étirait paresseusement. Je sortis un post-it de mon tiroir, une note que Béatrice m'avait écrite il y a des années. « N'oublie pas le lait, maman. » Je la tins contre l'écran. La boucle du « M » de maman correspondait parfaitement à la boucle du « B » de Beaumont sur le document bancaire. Une sueur froide me piqua la nuque. Ce n'était pas juste une mauvaise gestion. Ce n'était pas une erreur administrative. Béatrice ne m'avait pas seulement demandé d'aider à rembourser une dette, elle avait fabriqué la dette en commettant un crime. Elle avait imité la signature de son mari en mission sur une demande de prêt fédéral, l'avait fait authentifier, probablement par une amie complice, puis avait utilisé l'argent pour financer son train de vie tout en me racontant qu'il fallait sauver le domaine. Elle avait commis une fraude bancaire, une usurpation d'identité, une fraude électronique, contre son propre mari, contre un officier en opération extérieure. Je m'adossai à ma chaise, le souffle coupé. L'ampleur de sa trahison était vertigineuse. Elle avait tout risqué, la retraite de Bernard, sa réputation, sa liberté, juste pour maintenir une illusion de richesse. Et elle s'était servie de moi comme complice involontaire pour effacer les preuves de son crime. Si j'arrêtais de payer, la banque saisirait. S'il saisissait, Bernard serait notifié. S'il était notifié, il verrait les documents. Il verrait le faux. Elle ne protégeait pas la maison. Elle se protégeait de la prison. Je regardais le classeur sur mon bureau. Astérisque, le grand livre de la martyre, astérisque, il me semblait incomplet maintenant. Ce n'était plus seulement un registre de dettes, c'était le journal d'une scène de crime. Je saisis mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. En fait, elles étaient plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des années. Je composais un numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'appelais jamais pour des raisons personnelles. Gendarmerie nationale, j'écoute, répondit une voix. Je voudrais parler à l'officier de permanence pour une affaire financière, dis-je, d'une voix nette et professionnelle. Je m'appelle Chloé Beaumont. Je souhaite signaler un cas d'usurpation d'identité et de fraude bancaire aggravée impliquant un militaire de haut rang. Très bien, mademoiselle. Avez-vous des preuves? J'ai la demande de prêt, répondis-je en fixant l'écran. J'ai les registres de déploiement de l'armée. Et j'ai des échantillons graphologiques. Et qui est le suspect? Je marquai une pause. Pendant une fraction de seconde, je revis le visage de ma mère, pas le monstre du gala, mais la femme qui me tressait les cheveux avant de décider que je n'étais pas assez jolie. Je vis la mère que j'avais essayé d'acheter pendant 36 mois. Puis je vis la signature. Le faux qui m'avait réduite en esclavage. Le suspect est Béatrice Beaumont, dis-je. Ma mère. Je raccrochai et commençai à ranger le classeur. J'y ajoutai l'impression du faux prêt. Je mis le tout dans ma mallette en cuir. Il était temps d'aller au domaine. Il était temps de passer au brunch. Les pneus de ma berline crissèrent sur le gravier de l'allée du domaine. Il était midi. Le brunch dans le jardin battait son plein. Des tentes blanches, des serveurs avec des plateaux d'argent, le murmure constant des conversations polies. C'était un tableau parfait de la haute société. Et tout cela était financé par un crime. Je ne passais pas par le voiturier. Je garai ma voiture juste devant la fontaine, bloquant la vue sur la roseraie. Je saisis ma mallette. Je marchai vers la tente principale. Mon rythme cardiaque était stable, à 64 battements par minute. Dans ma tête, je n'entrais pas dans une réunion de famille. J'entrais dans une salle d'audience.
Béatrice me repéra la première. Elle tenait une coupe de champagne, riant de ce que disait la femme du maire. Quand ses yeux se posèrent sur moi, son rire mourut. Elle s'excusa et s'avança pour m'intercepter, ses pas rapides et secs. « Chloé » siffla-t-elle, m'attrapant le bras avant que je n'atteigne le patio. Sa poigne était serrée, ses ongles s'enfonçant dans mon chemisier en soie. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans un état lamentable. Tu nous fais encore une crise? » Elle créait déjà son récit. Astérisque Chloé est instable. Chloé est jalouse. Astérisque elle éleva la voix juste assez pour que les invités proches entendent. Chérie, je t'en prie. Nous parlerons de ton état. Plus tard. Va prendre un peu d'eau. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Pendant des années, j'avais vu Béatrice comme une géante. Une femme d'un pouvoir immense et d'un poids social écrasant. Mais là, debout sous le soleil qui tapait sur son maquillage impeccable, je vis autre chose. Je vis un concept que j'expliquais souvent à mes clients, astérisque l'illusion de puissance du portefeuille vide astérisque. En finance, quand une entreprise sait qu'elle est insolvable, elle ne réduit pas ses dépenses. Elle dépense plus. Elle communique agressivement. Elle projette une image de succès intouchable parce qu'elle sait qu'au moment où le marché sentira la moindre faiblesse, les lignes de crédit se tariront. Béatrice était une entité en faillite. Sa cruauté, son arrogance, son besoin constant de me rabaisser, ce n'était pas de la force. C'était de l'inflation. Elle imprimait une monnaie émotionnelle qu'elle n'avait pas pour couvrir le déficit de son propre caractère. Elle m'avait traité inutile, parce qu'elle savait, avec une clarté terrifiante, que sans mon argent, c'était elle qui n'avait aucune valeur. Elle était une société écran, et j'étais le seul actif à son bilan. Je ne me dégageais pas. Je m'approchais d'elle. Je ne fais pas de crise, maman, dis-je d'une voix basse et calme. Je ferme le compte. Je dégageai mon bras d'un coup sec. La force du mouvement la fit vaciller sur ses talons. Je n'attendis pas qu'elle se reprenne. Je passai devant elle, droit vers la table d'honneur où Bernard était assis. Il mangeait du melon, l'air fatigué. Sa posture militaire était toujours là, mais ses yeux étaient lasses. Il leva les yeux quand je m'approchai. « Chloé » demanda-t-il en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. « Je croyais que tu ne venais pas. » Béatrice courait presque pour nous rattraper. « Bernard, ne l'écoute pas. Elle ne prend plus ses médicaments. Elle est hystérique. » Je ne la regardais même pas. Je posai le classeur en cuir noir sur la table. Il atterrit avec un bruit sourd qui fit taire les conversations aux tables voisines. Je l'ouvris. Page 14. « Papa, dis-je. » Béatrice se jeta sur le livre. « Non. » Je lui barrai le passage de mon corps, gardant les yeux fixés sur mon père. « Regarde la date, papa. Et regarde la signature. » Béatrice se figea. Le désespoir sur son visage n'était pas celui d'une mère, mais celui d'une criminelle prise au piège. Bernard regarda la page. Ses yeux parcoururent le document, ses sourcils se fronçant. Il resta silencieux pendant une minute interminable. Le brouhaha autour de nous s'était éteint. Tout le monde regardait. Il leva les yeux vers Béatrice. Sa voix était calme, mais elle avait le poids d'une cour martiale. J'étais à Bamako le 12 avril. « C'était pour nous » cria Béatrice, la voix stridente. « Je l'ai fait pour sauver le domaine. Pour nous sauver. » Bernard se leva. Il ne regarda pas les invités. Il ne regarda que sa femme. « Tu as imité ma signature sur une demande de prêt bancaire pendant que je servais mon pays. Tu as volé 151 000 € à notre fille. » J'allais rembourser. « Avec quoi » demandai-je. « D'autres dettes? D'autres mensonges ?» Bernard se tourna vers moi. « Est-ce que c'est exact? Le montant? » « Oui, mon général, » répondis-je. 151 200 €, sans compter les intérêts. Il hocha la tête une fois. Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Ici le général Beaumont. J'ai besoin de mon avocat. Immédiatement. » Il regarda Béatrice. « Tu as 30 jours pour quitter les lieux. Je liquide le domaine. Et je donne procuration totale à Chloé sur tous les actifs restants pour m'assurer qu'elle soit remboursée avant que la banque ne saisisse tout. » Béatrice s'effondra sur sa chaise, en sanglotant. Mais cette fois, personne ne se précipita pour la consoler. Personne n'offrit de mouchoir. Les invités, ses amis, détournaient déjà le regard, sortaient leur téléphone, chuchotaient. L'illusion était brisée. Je ramassai mon classeur. Je ne me sentais pas triomphante. Je n'étais pas joyeuse. Je me sentais propre. Je retournai à ma voiture, laissant les débris du brunch derrière moi. Le soleil brillait toujours. Les oiseaux chantaient toujours. Mais pour la première fois en 3 ans, le monde semblait réel. 6 mois plus tard,
J'étais assise dans mon nouvel appartement. C'était calme. Le silence n'était pas vide, il était apaisant. Le domaine avait été vendu pour beaucoup moins que ce que Béatrice espérait, mais assez pour couvrir les dettes. Bernard m'avait viré la totalité de la somme, 151 200 €, avec des honoraires de conseil, généreux pour mon travail d'audit. Béatrice vivait désormais dans un petit appartement en périphérie de Bordeaux. Elle avait été bannie du cercle, de ses cercles sociaux, de cette vie pour laquelle elle avait usurpé le nom de mon père. Elle racontait à qui voulait l'entendre qu'elle était la victime d'une fille vengeresse et d'un mari cruel. Peu l'écoutait. J'ouvris mon ordinateur. Je trouvai le dossier intitulé Astérisque dettes par an astérisque. Il contenait les tableurs, les actes scannés, la demande de prêt falsifié. Clic droit. Supprimer. Je vidai la corbeille. Je ne ressentis pas une explosion de joie. Juste une satisfaction tranquille et profonde. J'avais tranché le lien toxique, non pas avec une épée, mais avec un bilan comptable. Je m'étais trouvée non pas en étant une bonne fille, mais en étant une femme libre. Mon téléphone vibra. C'était Bernard. Un café? D'accord, papa, répondis-je. Dans 10 minutes. Nous nous retrouvâmes dans un petit café du centre. Il avait l'air plus léger. Le poids des mensonges s'était envolé. Nous ne parlions pas beaucoup de Béatrice. Nous parlions de son jardin, de mon travail. Nous construisions quelque chose de nouveau, une relation basée sur la vérité, pas sur la transaction. En buvant mon café, je regardais par la fenêtre. Le soleil brillait sur les pavés de Bordeaux. On ne peut pas acheter l'amour de quelqu'un qui est prêt à vous trahir. C'est une leçon difficile, écrite à l'encre rouge et dans les larmes. Mais une fois qu'on l'a apprise, on est enfin, véritablement, libre. Si vous avez déjà dû acheter votre propre tranquillité d'esprit, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.